Et si on pouvait deviner la classe sociale de quelqu'un juste en regardant son salon? L'idée peut paraître un peu folle, c'est vrai. Et pourtant, la façon dont on aménage notre intérieur est loin, très loin d'être un simple hasard. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce que nos choix de déco révèlent vraiment sur nous, avec l'aide de la sociologie. Alors, voilà la grande question qu'on se pose. Est-ce que le choix d'un canapé, la couleur d'un mur, ou je sais pas, la présence d'une bibliothèque, est-ce que ça en dit vraiment si long sur nous? C'est ce qu'on va explorer. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur deux concepts du sociologue Pierre Bourdieu. C'est assez simple. D'un côté, il y a le capital économique, en gros l'argent, les moyens financiers, et de l'autre, le capital culturel, c'est-à-dire les connaissances, l'éducation, ce qu'on appelle les goûts légitimes. Et c'est en combinant ces deux capitaux qu'on va pouvoir définir 4 grands styles d'intérieur. Allez, on commence avec le premier profil. C'est le cas de ceux qui, sans avoir forcément de gros moyens, vont tout miser sur le savoir et le goût pour se distinguer. Leur intérieur, il devient une sorte de vitrine culturelle. Concrètement, ça donne quoi? On va trouver beaucoup de meubles de seconde main, chinés avec soin en brocante par exemple. Il y aura des plantes vertes un peu partout, des murs couverts d'affiches d'expo, et souvent des couleurs très vives. On parle même de dopamine déco, cette idée d'utiliser des couleurs qui claquent pour se sentir bien. Le but, c'est vraiment de se démarquer des intérieurs un peu passe-partout, en affichant un goût artistique très affirmé. Et la pièce maîtresse, l'élément central, quasi systématique dans ces intérieurs, c'est elle, la bibliothèque. Toujours bien visible, souvent dans le salon, et bien sûr, pleine à craquer. C'est le symbole ultime du capital culturel, fièrement exposé. Et dans la même veine, on met en avant tout ce qui touche à la culture. La platine vinyle, par exemple, a une place de choix. Par contre, il y a un objet qui brise souvent par son absence dans ces salons, c'est la télévision, qui est jugée un peu trop populaire, un peu trop mainstream. Bon, maintenant on passe à tout le contraire. Que se passe-t-il quand le capital économique, l'argent, est bien plus élevé que le capital culturel? Eh bien là, on entre dans ce qu'on associe souvent à l'esthétique des nouveaux riches. Ici, l'objectif est limpide. Il faut montrer sa réussite. Ça se traduit par de grands espaces, souvent assez minimalistes, pour bien souligner les volumes, avec une grande hauteur sous plafond. Les marques de luxe sont bien visibles. On ne cherche pas la subtilité, mais plutôt des signes de richesse qui se voient tout de suite et que tout le monde peut reconnaître. Et pour les matériaux, c'est la même logique. Il faut que ça en jette. On va privilégier tout ce qui est ostentatoire, tout ce qui brille, du marbre, des surfaces très laquées, du blanc immaculé. L'idée, c'est que la valeur doit sauter aux yeux. Elle doit littéralement briller. Et contrairement au premier profil, l'objet qui règne en maître au milieu du salon, c'est la télévision. Mais attention, pas n'importe laquelle. Un écran monumental dernier cri, un véritable symbole de statut social. On attaque le troisième cas de figure, celui où les deux capitaux, économiques et culturels, sont au maximum. Là, on entre dans l'univers du luxe discret ou, comme on dit en anglais, le quiet luxury. Et là, la différence avec le profil d'avant, elle saute aux yeux. Fini le brillant, le tape à l'œil. On va préférer des matériaux nobles, souvent plus sombres, plus mat, comme un parquet ancien de grande qualité ou de la belle pierre. L'objectif a changé. Il ne s'agit plus de montrer sa richesse à tout le monde, mais d'être reconnu par ses pairs, par ceux qui ont les mêmes codes culturels. Le luxe est absolument partout, mais il est subtil. Les meubles sont des pièces de designer, des antiquités, ce sont de véritables objets d'art. La cheminée est d'époque. Ce sont des signes que seule une personne initiée, avec un capital culturel élevé, peut vraiment déchiffrer. C'est un luxe qui se murmure, il ne se crie pas sur les toits. Le rapport à la technologie illustre ça parfaitement. Bien sûr qu'il y a une télévision, mais elle sera cachée, dissimulée derrière un meuble en bois ou alors camouflée en œuvre d'art quand elle est éteinte. On cache ce qui est considéré comme trop trivial, trop commun. Allez, dernier profil, celui où les capitaux économiques et culturels sont plus faibles. Ici, l'approche de la déco est radicalement différente, vous allez voir. Dans ces intérieurs, le mot d'ordre, c'est le pratique, le fonctionnel. Les meubles viennent souvent de grandes enseignes. Le canapé est en simili-cuir ou en tissu gris, facile à nettoyer. Et surtout, on accorde une place très importante aux photos de famille, aux souvenirs. L'objectif premier, c'est de créer un cocon, un refuge confortable et rassurant pour la famille. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à personnaliser son intérieur. Simplement, les codes sont complètement différents. La distinction ne va pas passer par la culture légitime, mais plutôt par des technologies de masse très accessibles, comme les fameux rubans LED colorés. C'est une autre façon d'embellir et de s'approprier son espace. Et voilà, on a fait le tour de nos 4 grands profils. Ça nous donne une grille de lecture assez fascinante finalement pour analyser les intérieurs qui nous entourent. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Regardez la ligne objet-clé. On passe de la bibliothèque à la télé géante, puis à l'œuvre d'art, pour finir avec le canapé fonctionnel. Pour l'esthétique, on oppose le personnalisé à l'ostentatoire et le discret à l'utilitaire. Et enfin, le rapport à la télé est révélateur. Absente, centrale, cachée ou importante.
on a vraiment 4 mondes différents. Bon, évidemment, il faut garder en tête que tout ça reste un modèle, une simplification. Dans la vraie vie, c'est toujours plus complexe. Il y a ce qu'on appelle des transclasses, des gens qui, par leur parcours, naviguent entre ces mondes et mélangent complètement les codes. On peut tout à fait piocher dans ces différents styles. Mais ça reste un outil de réflexion super intéressant. La prochaine fois qu'on entre chez des amis, ou même juste en regardant chez soi, l'exercice est assez fascinant. Observer la déco et se poser la question, au fond, qu'est-ce que cet intérieur raconte? Et surtout, qu'est-ce que le nôtre dit de nous?